Tourne. 28 sur 1 première, 2 caméras. Et bien accro, Sylvie, hein. Partez. Qu'est-ce que t'as? Qu'est-ce qui nous arrive? Go! En 30 ans de carrière, Alain Corneau est devenu l'un des grands réalisateurs du cinéma policier français. Il s'est également exprimé dans des genres aussi différents que le cinéma d'aventure, le film à costume ou la comédie dramatique. Questionner le travail d'Alain Corneau, c'est aller à la rencontre d'un cinéaste singulier, un homme en prise avec son époque et à l'écoute du monde qui l'entoure. Dans des films au casting prestigieux, Alain Corneau explore des thèmes forts comme la quête identitaire, la dérive sociale de l'individu ou l'attrait pour l'ailleurs. Ces thèmes très personnels, Corneau les aborde principalement au travers d'un cinéma de genre encore trop méprisé qu'il aime depuis toujours. Dans le cinéma de genre, évidemment, il y a d'abord l'excitation du mécano, de faire fonctionner une histoire, de la rendre passionnante, etc., de ce qu'on appelle le suspense ou l'action ou le sens du destin. Et puis, alors, après, c'est ou en même temps, ou ça se fait, c'est de manière très, très homogène. Et puis, il y a des niveaux de lecture, après, sur la société, le climat social, une analyse politique éventuellement, etc. Mais tout ça, d'abord, sans jamais donner de réponse, en posant des questions. Et deuxièmement, sans avoir l'air d'être touché, ce qui me paraît beaucoup plus fort, personnellement. Et j'ai l'impression, mais c'est mon avis personnel, que souvent, ce type de film, socialement parlant, vieillissent beaucoup mieux que les films qui souvent attaquent trop bien en tête des projets avec une vision très précise d'une certaine époque, qui avancent donc démasqués, qui peuvent être très utiles aussi, mais qui peuvent, avec des changements d'époque, changements de point de vue, on peut très bien comprendre de quoi on parle, voilà, et aboutir à une sorte de militance qui n'est pas très efficace. Tandis que c'est vrai que le cinéma de genre permet, paradoxalement, mais il n'y a toujours que des paradoxes dans ce domaine, une extrême liberté. Alain Corneau appartient à une génération post-Nouvelle Vague. C'est la génération qui a suivi immédiatement la Nouvelle Vague, 10 ans plus tard. Elle comprend des gens de grande valeur comme lui. Je pense à Bertrand Tavernier, à Patrice Lecomte, à Claude Miller, qui sont tous des gens qui ont fait preuve dans leur carrière, si on peut employer le mot carrière, en tout cas dans leur vie artistique, d'une grande curiosité, de prise de risque, d'invention, de recherche de choses différentes. Alors évidemment, c'est pas pour dire que la Nouvelle Vague, c'est pas le cas. La Nouvelle Vague, c'est aussi le cas. Mais la Nouvelle Vague a peut-être souvent tenu à l'unité, comme si la signature de l'auteur devait être visible dans les films. Ils ont pris de la Nouvelle Vague l'audace de la Nouvelle Vague, mais pas cette volonté de la signature. Et donc, ils ont peut-être aussi réintroduit un professionnalisme, mais qui n'allait pas au détriment de l'expression personnelle. Hop! Voilà, c'est bien. Alain Corneau grandit dans un petit village près d'Orléans dans les années 50. À cette époque, de nombreuses bases militaires américaines de l'OTAN s'implantent un peu partout en France. Aux abords d'Orléans, 5 bases militaires regroupent pas moins de 12 000 GIs qui importent leur mode de vie. L'irruption de ce rêve américain dans une France encore très rurale provoque un véritable séisme culturel pour l'adolescent Corneau. On est un petit peu, à cette époque-là, comme des enfants d'un pays sous-développé,
devant des gens qui représentent la richesse, la liberté, la modernité, la nouveauté, l'oxygène, un tas de choses. Donc l'image que je prends toujours, c'est parce qu'elle est vraie, et j'ai pas été le seul à le faire, on est là à rôder autour des maisons louées par les Américains pour pouvoir faire leurs poubelles, regarder ce qu'il y a dedans, prendre des t-shirts, etc. Parce que tout ça n'existe pas, évidemment. Il n'y a pas de blue jean, il n'y a rien, il n'y a pas de disque, il n'y a rien de tout ça. Hein. Donc c'est d'un seul coup une espèce de fascination d'une extraordinaire intensité. Donc j'étais très fasciné par les Américains, puis en même temps très critique. Mais bon, ce qu'il fallait, c'était rentrer à la caserne. Alors ça, quand on pouvait rentrer à la caserne, c'était le paradis sur Terre, parce que dès que la barrière s'ouvrait, on pouvait rentrer dans une bagnole avec un sergent ou avec... Moi, j'ai eu 2-3 potes comme ça. Alors là, on arrivait dans les cinémas. Il y avait 2 cinémas par caserne qui passaient des films toute la journée, des films qui venaient de sortir aux États-Unis. Hein. Il y avait un PX, qui était l'énorme supermarché, comme ça n'existait pas en France, où il y avait tous les objets qui nous faisaient rêver, des bottes, des jeans, des ceintures, des machins, les trucs. On aurait tué pour avoir ça. Les disques, les Blue Note qu'il n'y avait pas en France, et ça, il y avait tout ça. Et puis après, le point le plus ultime, c'était les 2-3 clubs qu'il y avait par caserne où il y avait de la musique. Musique vivante, comme il y a toujours aux États-Unis, avec hamburger, tout ça à volonté, à liberté, très peu cher, le système américain de la caserne. Donc tout ça, une sorte de paradis sur Terre. Alain Corneau a sans doute trouvé le sens du rythme, la pulsation qui caractérise ses mises en scène grâce au jazz. À Orléans, il devient batteur dans un band, au contact de musiciens dans les basses américaines, et joue dans les clubs de GIs avec des jazzmen français et américains. Là, il y a eu des moments dont je me souviendrai toute ma vie, des moments des grandes soirées, où ça swingait pendant des heures, où là, c'était un pied d'enfer. Des choses que je retrouve sur le plateau de temps en temps avec les acteurs, mais de manière fugitive, ou avec une équipe. Mais c'est des moments de bonheur pur musical, où là, seul coup, on sent que ça tourne, où on se regarde avec le bassiste, le pianiste, où on a l'impression qu'on pourrait durer 2 heures, où la pulsion vitale est là, il y a un espèce de truc qui est très mystérieux, qui est un sentiment impossible à expliquer. Donc ça a été formidable, et puis après, le fameux concours à l'IDEC, quoi, voilà. On n'avait pas de matériel, on pouvait très peu tourner, pratiquement, c'était très abstrait, très théorique. Mais par contre, il y avait la Cinémathèque, et tous les ciné-clubs à Paris. Ça a été la période, donc, de la cinéphilie active. Donc en fait, moi, je suis rentré dans le cinéma par les cinémas, je veux dire, c'est tout. C'est-à-dire que c'était l'époque de la cinéphagie. Hein, ça n'existe plus, c'est une époque dont tout le monde parle aujourd'hui, qui est pré-68 Ardes, hein, qui a été une folie, une véritable folie, que j'ai adorée. Ça a duré quelques années, mais où il y avait donc Cinémathèque à 4 heures, faire la queue pour la séance de 6 heures. Donc là, c'était des fois 3 films le soir. Et puis après, il y avait le Nickelodeon, le Ciné Quanon, le McMahon, tout ça avec des films différents, des week-ends en Belgique, les stages de la Fédération du Ciné Club où en 3 jours, on faisait 30 films, je sais pas quoi. Bon, c'était absolument délirant. On courait d'un cinéma à l'autre, vraiment, c'était ça. Donc, sortie d'IDEC, je dis, bah alors, allons à New York et essayons de faire un film sur ce qui se passe en ce moment, donc le free jazz, voilà. C'est comme ça qu'en faisant les petits boulots, de lavage de bagnole, machin, vente porte à porte, on a réussi à accumuler le prix du billet. Et puis, une fois arrivé là-bas, on s'est aperçu que le film était très difficile à faire, qu'on n'avait pas les moyens de le faire, que tous ces gens étaient très compliqués à aborder, c'était en plein bouillonnement, c'était très violent... Donc c'était vraiment Lower East Side, hein, le fin fond de la misère à New York. Et c'était que des gens exaltés, très passionnés. C'était très bouillonnant, hein, ça a été un moment merveilleux. Mais au bout de 6 mois, on avait gardé le ticket de retour, heureusement. On est revenu avec beaucoup de photos, beaucoup de musique enregistrée, mais pas grand-chose pour la suite, quoi. Le cinéma, Alain Corneau l'apprend réellement sur le terrain en tant qu'assistant de metteurs en scène comme Costa Gavras ou Roger Corman. En 1974, il fait ses premiers pas derrière la caméra en réalisant son premier long métrage, France, Société Anonyme. Dès ce film provocateur, le jeune cinéaste affirme une véritable personnalité. Mais l'accumulation de références et de mises en scène contradictoires donne au film un aspect quelque peu indigeste. Celui-là, c'est un vrai premier film, je dirais potache, qui a voulu tout mélanger. Je me suis même pas posé la question de comment ça pouvait fonctionner. Je crois que c'est un métier, enfin moi je le vois comme ça, il y a des gens qui réagissent différemment. C'est un métier où on a une inconscience complète quand on commence. On n'a pas conscience des enjeux qu'on met en jeu, on n'a pas conscience de ce que ça représente. Après le premier film, on perd cette inconscience-là et on se dit « Oh là là, la responsabilité est absolument énorme ». Mais dans le premier film, on croit avoir trouvé la formule.
Donc moi, je pensais avoir trouvé une espèce de formule uniquement dans l'originalité, dans le fait que je poussais loin le bouchon très souvent dans plusieurs formules, et que je me disais de toute façon que la provocation du film suffirait déjà à le faire fonctionner, ce qui est totalement idiot. Et puis, ce que je me suis aperçu, c'est que j'avais récolté ce que j'avais semé. C'est-à-dire que les personnages sont des pantins, donc il reste des pantins. Donc il n'y a aucune possibilité de pouvoir s'identifier. Ça reste une fable. C'est-à-dire, depuis ce temps-là, je me méfie beaucoup des fables au cinéma, d'ailleurs. Ça a dû me servir de vaccin. Et c'est-à-dire, c'est une fable où les personnages sont chargés d'exprimer une notion, je dirais, politique, économique, etc. Mais c'est des personnages qui ne sont pas faits de chair et de sang, pratiquement. Soyez-en persuadés jusqu'au fond de vos tripes. Quand un gouvernement dit « défoncez-vous les uns les autres », il parle de l'héroïne de mort. Il pense génocide. Attention, ils veulent injecter du napalm dans nos veines. Hippies, yippies, marginaux de tout pays, unissez-vous, restez hors la loi. Nos drogues ne sont pas leurs drogues, nos pieds ne sont pas leurs pieds. Planez, planez de plus en plus haut. Ne vous laissez pas clouer dans la merde par leurs seringues aseptisées. La guerre chimique est déclarée. Pam pam, pam pam, pam pam. Quand le film est sorti, il est sorti, bon, modestement, c'était normal, c'était un film très très bizarre. Je crois qu'il n'a pas du tout marché, hein, tout simplement, donc il y a eu un accueil public néantisé. Quand il vous tombe un gros coup sur la tête, bah oui, repliement sur soi-même, qu'est-ce que je fais, j'arrête, bien sûr, une question habituelle, je crois que tout le monde se pose. Hein. Je sais pas ce que c'est que de faire un premier film triomphant. Ça doit être très agréable, et en même temps, c'est peut-être pas facile non plus, hein, c'est tout ce que je peux dire, voilà. Donc, en tout cas, moi, je sais que ça m'a permis de me regrouper, comme on dit, je sais pas, ça veut dire, après un bon coup de blues, de me regrouper, de bien chercher ce que j'avais réellement envie de faire, la capacité de faire. C'est là où je me suis dit, bah, qu'est-ce que c'est que les films que tu as envie de voir au cinéma? Je me suis dit cette question-là, aussi bête que ça. Alors c'est ça, bah, alors essaye de faire un polar. C'était quelqu'un de responsable. C'était pas le cinéaste qui est un peu extérieur au système et qui se dit je vais faire 20 ans de films qui font jamais un rond, qui n'auront pas de spectateurs, c'est pas grave, je suis un génie. Corneau était dans la profession. Il savait les responsabilités d'un budget, il savait les responsabilités vis-à-vis du producteur, qui est même celui qui vous donne l'argent. Et c'est une sorte de professionnalisme et de maturité que les Américains, d'ailleurs, ont toujours eu, par exemple, ou même les Italiens. C'est-à-dire qu'on essaye de trouver un équilibre entre l'expression artistique et les conditions économiques. Après l'échec de son premier film, Alain Corneau réalise Police Python 357, un polar très sombre interprété par Yves Montand. On retrouve dans Police Python l'intensité et la dureté de l'inspecteur Harry, réalisé par l'un des maîtres de Corneau, Don Siegel. À cette époque, de nombreux autres polars urbains américains influencent profondément le cinéaste. Dans ses films, les réalisateurs d'outre-Atlantique critiquent violemment la société américaine des années 70. D'un seul coup apparaissent, effectivement, des fast-food en voiture, voilà, des parkings en voiture, voilà, des ghettos, beaucoup d'arrière-cours, des usines désaffectées, des Los Angeles dévastés, etc. Des métros de New York où on se poursuit dessous au milieu des poubelles. C'est vrai que c'est une image absolument fascinante pour nous à l'époque. Voilà. Alors est-ce que c'est un nouvel esthétisme sur une nouvelle réalité? Oui, ça doit être ça. Mais c'est vrai que d'un seul coup, il y a cette image-là, personne ne peut nier qu'elle est prégnante encore aujourd'hui et qu'elle est apparue dans le cinéma américain à ce moment-là. Voilà. Et aujourd'hui, ce n'est qu'une variation pratiquement, alors plus ou moins systématique sur les images de cette époque-là, mais le cœur de ça était là. Alors quand c'est transcendé par le cinéma, est-ce que ce cauchemar américain devient une excitation? Oui, sans doute. Cette contradiction-là est très très forte. C'est la force du cinéma américain, de pouvoir détourner en fascination quelque chose qui au départ est une tuerie, quoi, est une tuerie. Et ces films-là parlent de ça. Ces films-là disent, quand on voit Popeye dans les rues de New York, dans French Connection, vraiment, ça parle de ça. On est absolument fasciné par cette image qui est répulsive. Je fais partie d'une génération où le polar s'est déplacé du centre-ville aux banlieues. Et quand on se déplace du centre-ville, de Pigalle, des Champs-Élysées, comme c'était nos ancêtres, hein, y compris Melville,
qui était encore, lui, en centre-ville, d'une certaine manière. Et que nous, on va en banlieue parce que c'est notre époque. Là, on arrive dans les terrains vagues, on arrive dans des lieux dévastés, on arrive dans la préparation de l'influence américaine urbaniste directe, c'est-à-dire les grands malls, les centres commerciaux, les grands parkings. Et là, attention, là, on finit par avoir un décor qui commence à être très très proche du décor américain. Voilà. Il n'est pas américain, le piège est là, attention. On peut jamais jouer au cow-boy sur vraiment on peut pas faire débarquer Eastwood dans un parking de Carrefour, mais on peut faire débarquer quelqu'un qui ressemble pas mal, hein. Alain Corneau poursuit dans la veine du cinéma noir qu'il affectionne particulièrement avec Série noire et Le choix des armes. Par le filtre du cinéma de genre, le réalisateur dresse un état des lieux sans concession d'une France qui se déshumanise, en proie à une violence grandissante et désordonnée. Dans ses films au décor dévasté, déambulent des personnages tragiques et en perte d'eux-mêmes. Dans le cinéma policier, le décor, ou combien, dans tous les films, mais enfin là encore plus, dit des choses, radiographie socialement un état social. La banlieue, c'était ça. En plus, elle était en construction, elle était en saccage. On était en train d'arracher les pavillons. Il y avait les grands immeubles n'étaient pas encore tous construits. Il y en avait certains de construits, pas d'autres. Donc la violence de cette urbanisation cassée nous tendait les bras. C'est-à-dire, donc ça nous paraissait évident qu'il fallait filmer là. Je vois pas comment on pouvait filmer dans l'état d'esprit qu'on avait à l'époque, comment filmer un monde construit en pierre de taille, avec des grandes grilles, etc. C'était impossible. Pour nous, les personnages qui étaient vivants, qui existaient, c'était ceux qui étaient rejetés à l'extérieur des villes et qui étaient donc dans la banlieue. Voilà. S'il vous plaît, c'est pas plein, là. Laissez-moi un petit peu, quoi. Non, je vous en supplie. Non. Dites pas de bêtises. Mais quoi, juste un tout petit peu, quoi. Non. 2000 francs. 2000 francs pour partir, tentez ma chance. Non. J'y ai droit, quand même. Non. C'est moi qui ai tout fait. Mais non, ça serait de l'argent mal placé. Non, je vais quand même vous donner un petit conseil. Hein. Ne croyez pas que vos problèmes sont de ceux qu'on peut résoudre avec de l'argent. Voilà, comme vous aimiez si bien dire. Allez, quoi. Ouais, 2, 3 petits billets, allez. Non. C'est pas que je m'ennuie, mais j'ai les joues qui me brûlent. Au revoir, mon petit Franck. Au revoir. J'oubliais votre petite amie. Faites-la donc entrer. Elle va attraper froid, vous attendre dans la rue. Et vous avez l'air tellement seul. Sur Série noire, une fois que j'avais Patrick, je pense que très vite a commencé le choix de la femme, Mireille Boyer. Et puis très vite, j'ai vu qu'elle était effectivement le pivot, un des pivots du film, c'était le personnage de Staplin, c'est-à-dire le gros manipulateur de l'affaire, l'espèce de dieu caché, genre racinien, quoi. Et très vite, je me suis dit, oui, alors il faut... D'abord, ça va être quelqu'un d'une génération différente, donc avec un jeu différent. Et je crois que c'est assez vite que j'ai pensé à Blier. Alors, Blier, parce qu'il me semblait qu'il avait toutes les qualités pour faire ça, par son passé d'acteur, par tout ce qu'on connaît, par tout ça. Et puis aussi parce que je pensais qu'il était effectivement d'un jeu totalement différent, d'une culture d'acteur absolument presque opposée à celle de Devers. Et ils avaient un rapport électrique parce que contradictoire. Voilà, ça c'est important. Alors effectivement, après, ça m'a servi dans beaucoup de films, mais principalement dans Le choix des armes, évidemment, où là, la notion de base du film était basée réellement sur le contraste entre deux façons de filmer, deux personnages, deux époques, donc entre Montand et Depardieu. Et j'ai eu des réactions, humainement parlant, des deux, à peu près les mêmes que celles de Devers et de Blier. C'est-à-dire que Yves était très, très, très anxieux et très client, et
et il disait « Ah, vivement que je vois Depardieu, comment il fait, etc. » Très bluffé par lui. Et l'autre était aussi bluffé par le vieux, quoi, en disant « Ah, le vieux montant, quand même, il a la classe, et tout. » Voilà. Et ça faisait qu'effectivement, de nouveau sur le plateau, bon, je dis pas que j'avais rien à faire, mais enfin bon, c'était immédiatement visible, quoi. En ce qui concerne Le Choix des armes, c'est une époque de ma vie où j'avais pas mal revisité le cinéma noir français, où je commençais à être assez féru, j'aurais vu beaucoup de films, j'étais donc bien replongé dans cette culture-là. J'avais envie de tendre la main, voilà, à ce cinéma qui continue à m'éblouir encore aujourd'hui. Le cinéma noir d'avant-guerre et d'après-guerre, jusqu'aux années 60, jusqu'aux années 70. Et donc je me disais que ce cinéma, j'avais très envie de faire un rapport entre les deux, entre le cinéma qu'on faisait nous, c'est-à-dire de banlieue, etc., avec des personnages explosés, les voyous, etc. Et puis là, la pègre de Pigalle, du centre-ville, hein, donc, qui est donc le cinéma d'avant moi, qui est celui de Melville, celui de beaucoup de gens, de Grangier, de Duvivier, etc., qui est donc le cinéma d'avant. Voilà, le cinéma d'avant avec des personnages à Gabin, personnages Code de l'honneur, etc., Parole donnée et tout ça, et embourgeoisés, enfin les hommes, comme on disait. Et l'idée, c'était qu'un jeune d'aujourd'hui aille réveiller un personnage d'avant et que le personnage d'avant soit amené à revivre sa violence d'avant, à être obligé, pour son propre salut, de replonger dans quelque chose dont il ne veut plus. Attention, tire-moi! Fallait pas me donner aux flics. Quoi? Oui, aux flics! Je sais ce que je dis! Alors je veux de l'argent. C'est normal. Tu vas foutre le camp, oui. Non, moi je trouve ça normal, non? Laissez-moi partir. Laissez-moi partir! Fous le camp! Le médecin, oui. Je suis désolé, vraiment. Non, c'est pas grave. Je reviendrai! Bande de rupins! Je reviendrai! Et je vous aurai tous! On ne fait pas un film avec Depardieu comme on fait un film avec Devers et vice-versa. Patrick, c'était avant tout un personnage très urbain, très funambule, qui avait une sorte d'humour constant à fleur de peau, etc., qui avait un désespoir naturel, mais lui aussi optimiste, c'est-à-dire très très drôle. Les gens oublient que Patrick était quelqu'un d'extrêmement drôle, moi qui me faisait beaucoup rire. Donc une mise en scène beaucoup plus affûtée, beaucoup plus fine, et en même temps qui donne un espace de liberté différent. Gérard, c'est avant tout un homme de la terre. Ça n'a strictement rien à voir. C'est avant tout un paysan. Et Dieu sait qu'il réagit comme ça. Et Depardieu a cette espèce de contraste extrêmement efficace, il a une masse très très forte, et il a un jeu d'acteur extrêmement féminin, et très contrôlé, avec une petite voix assez fine. Et c'est donc quelqu'un qu'on met en scène évidemment complètement différemment. Alors, ne serait-ce que sur le plan de la violence, qui est très intéressant quand on fait des films comme ça. Devers, sur la violence, a une espèce de bouillonnement qui fait qu'il passe les machins de violence, je dirais presque comme si c'était naturel. Je veux dire, voilà, parce qu'il le fait passer dans son baroque continuel, dans ses acrobaties. Voilà. Tandis qu'avec Gérard, quand on arrive à des trucs de violence, c'est beaucoup plus compliqué. C'est-à-dire que Gérard a un rapport à la violence plus complexe, de par ses origines. Et à partir de ce moment-là, d'abord, on ne fonctionne pas sur le plateau du tout de la même manière. Ça va être des séquences compliquées pour Gérard. C'est toujours difficile parce qu'il a un rapport à ça beaucoup plus contradictoire, beaucoup plus compliqué. Il ne le fait pas comme ça par-dessus la jambe. C'est beaucoup plus dur que qu'on le croit. Et à partir de ce moment, ça devient plus douloureux. Voilà, c'est autre chose. Alain Corneau quitte l'univers du polar en adaptant le roman de Louis Gardel, Force à Gane. Avec ce film d'aventure, intimiste et spectaculaire, le cinéaste signe, après Série Noire, sa deuxième adaptation littéraire. Corneau trouve régulièrement l'inspiration dans des romans d'auteurs contemporains aux univers très opposés. Ses livres lui offrent à chaque fois la possibilité d'aborder des obsessions qui lui sont très personnelles. Quand je fais un livre, c'est que j'adore le bouquin. Dieu merci en entier.
je comprends très bien qu'il y ait des gens qui fassent un livre uniquement pour garder le titre ou un personnage. Ah, ça, moi, j'ai un sentiment inverse à chaque fois, c'est que je plonge dans le livre. Très souvent, je finis par trouver les systèmes de mise en scène, les a priori, les procédés, je sais pas comment, l'imagerie, la façon de filmer, en réfléchissant profondément à comment a été écrit, comment écrit le livre, la phrase elle-même, le style, pourquoi ça fonctionne, etc. Et en trouvant ce que j'appelle, moi, des équivalents cinématographiques. Donc ça veut dire que je suis très accroché au livre. Donc ça veut dire que je suis dans un processus qui est évidemment illusoire, mais dont j'ai besoin, qui est un processus de fidélité. Voilà, hein, fidélité absolue. C'est comme ça que je trouve comment filmer. Mon cher Lucien, nous marchons depuis 17 jours, et cette fois-ci, c'est le vrai désert. Et je suis enfin mon propre maître. Je poursuis la tribu des Ouled Nema et son chef Amajar dont personne ne connaît les intentions. Va-t-il passer à l'ennemi? En tout cas, une chose est sûre. Si je ne le retrouve pas, et vite, les autres chefs risquent de suivre son exemple. Ce serait la débandade. Chaque jour compte. Devant nous, c'est l'Ergue Chech. Aucun Européen n'y a jamais pénétré. Nemchou Yallah. Marchons à la grâce de Dieu. Ce qui m'a plu, et en le filmant j'ai senti ça, il y a à l'intérieur du personnage Sagan une espèce de recherche mystique laïque. C'est-à-dire que c'est pas du tout un mystique, mais c'est quelqu'un qui a un besoin de grandeur personnelle et effectivement qui va se casser, qui va s'effondrer parce que ce besoin de grandeur est totalement illusoire. La grandeur, elle n'est pas là. Elle est ailleurs. Elle est dans le rapport aux gens, dans le fait qu'on doit être honnête l'un avec l'autre, etc. Et ce qui n'est pas le cas de Sagan, bien souvent dans le film. Voilà. Donc c'est ça. Et en même temps, ce côté bousculé par les événements, il veut être maître de son destin, mais il l'est jamais, pratiquement. Voilà, la guerre se déclare sans lui. Ce qui se passe là-bas, on l'envoie là-bas, c'est sans lui. Enfin bon, et après, il tombe sur un fou furieux dans le désert, c'est lui qui décide. Enfin bon, le fameux baculard d'Arnaud, je me souviens. Et voilà, alors effectivement, c'est avant tout... On peut considérer le livre de Louis, et j'espère un peu le film, comme étant une sorte de métaphore d'un itinéraire purement intérieur. Oui, ça c'est sûr. Ça peut être une sorte de rêverie... on y pensait d'ailleurs souvent en faisant le film, une sorte de rêverie orientaliste, comme ça... presque de buveur d'absinthe ou de fumeur d'opium, quoi. Voilà, il y a un petit peu ça aussi. Voilà, c'est un peu une fumerie d'opium, oui, c'est un petit peu ça aussi. Oui, oui. Moi, il y avait des images qui m'ont toujours beaucoup plu, tout en étant pas dupe de ce qu'elles étaient. C'est ce qu'on appelle l'orientalisme. C'est la peinture bourgeoise, 19e siècle, etc. Donc ça a été notre guide d'imagerie. On s'est dit... Voilà, c'est quand même un truc d'époque, vu aujourd'hui, il y a le côté rétro, etc., etc. On peut pas faire un film... Le livre n'est pas... Le film n'est pas un film réaliste, c'est pas Depardon qui filme le désert, c'est complètement autre chose. Donc allons plutôt vers cette imagerie. Donc appuyons-nous sur ces tableaux d'époque, sur cette vision de l'Orient, sur cette espèce de chose que le 19e siècle avait en tête, le 19e siècle européen avait en tête sur l'orientalisme, hein, que ce soit la Turquie, que ce soit la Palestine de l'époque, l'Égypte, etc. Donc ça a été un très bon guide esthétique de la chose. Et puis à ce moment-là a commencé effectivement une définition de ce qui était en studio, pas en studio. Est-ce qu'on allait aller jusqu'aux toiles peintes, ce qu'on a fait d'ailleurs, pour augmenter ce côté avant-guerre, ce côté qu'on voit même un peu le studio éventuellement, qu'on comprenne que tout ça était un peu l'artifice, parce que c'est vrai que dans la tête de Sagan, toute cette aventure, à part certains moments où d'un seul coup le désert devient réel et devient dur, le reste est une sorte je dirais presque de nuages mystico-bizarres individuels par rapport à un ailleurs rêvé qui n'existe que dans sa tête, bien sûr. Donc je pense effectivement que ce film, si j'ai une catégorie dans les films que j'ai faits, ce film fait partie de ceux-là, de ceux où quelqu'un va loin pour essayer de savoir un peu mieux qui il peut être. Je crois que ça gagne visage d'une certaine manière, et je pense que j'ai dû à l'époque avoir eu cette espèce de flash. C'est vrai que quand on arrive dans un lieu où personne ne vous connaît, où vous ne connaissez personne, on est immédiatement quelqu'un de différent. Et ça, c'est une expérience absolument irremplaçable. Nocturne indien raconte l'histoire d'un occidental confronté à un autre monde que le sien.
Adapté du roman d'Antonio Tabucchi, ce film retrace le voyage physique et mental d'un Français qui part en Inde à la recherche d'un individu qui n'est peut-être que lui-même. Pour la première fois, Alain Corneau abandonne les codes du cinéma de genre et filme de manière frontale un thème au cœur de toute sa filmographie, la quête identitaire. Le livre d'Antonio m'a permis d'avoir deux libertés frontales que je n'aurais sans doute pas osé prendre sans la protection d'un livre. Un, le tournage en Inde, j'aurais jamais osé. C'est un pays beaucoup trop impressionnant pour que j'ose le faire. Et deux, effectivement, la question frontale de qui suis-je, voilà. Et qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je cherche exactement. Et ça, et par contre, je suis revenu après en arrière, et tant mieux. C'est très difficile de le faire aussi au premier degré que dans celui-là. Ça, je crois que je l'ai fait une fois dans ma vie, je ne le ferai pas deux fois. Je l'ai fait parce que le livre était là. Sinon, jamais j'aurais osé le faire d'une manière aussi dévoilée, aussi frontale, aussi nue. Voilà, c'est quelque chose, ça a l'air de rien, c'est quelque chose qui demande, je vais pas les faire, mais qui demande beaucoup de courage. Bon, dire, dans le polar, dans le film noir, évidemment que c'est à mon avis le sujet central, mais on est masqué, on est en double lecture, etc. On manipule des codes. Même si on parle de cette chose-là, on le parle d'une autre manière, en action. Donc on est relativement protégé quand même par rapport à ce thème qui peut être un thème stérilisant, je veux dire, d'une certaine manière. Bon, et le livre d'Antonio m'a permis effectivement d'en parler une bonne fois pour toutes. Et il m'a sans doute fixé les idées d'une manière pleine et frontale. Le jeu d'Antonio Tabucchi et donc de moi était que ce personnage soit dans l'ambiguïté absolue. Alors, Jean-Hugues, en plus, c'était un choix idéal, parce que c'est vrai que Jean-Hugues a une sorte d'ambiguïté sur son âge, sur sa fonction, sur son origine. Et il a une douleur en lui qui n'est jamais spectaculaire. Il transporte une grande nostalgie, je veux dire, dans le regard. Il a une grande élégance de jeu. Donc il a une réserve. C'est quelqu'un d'assez réservé, Jean-Hugues. Et les acteurs sont souvent timides, ils le sont tous, mais dans la réserve de jeu, pas toujours. Lui, il le fait de manière très naturelle. Et ça, c'est merveilleux, voilà. Donc il y avait quelqu'un qui était naturellement déplacé dans ce décor. On s'est dit d'abord, il y a une image de l'Inde, puisque le film ne parlait pas de ça, qui n'est pas l'Inde, entre guillemets, touristique, rajasthani, colorée, patati patata, qui est l'Inde des néons, des lieux de passage, des salles d'attente, des petits bistrots, des arrêts d'autobus, des gares, enfin bon, donc qui sont des décors prosaïques. Ce qui était formidable dans le bouquin d'Antonio et ce qu'on a essayé de préserver, c'est qu'il voyageait, mais que les moments où il discutait, c'était des moments d'attente, c'était des moments statiques. C'est-à-dire, c'est des moments où ça ne bouge pas, voilà. Et qui, à mon avis, sont beaucoup plus révélateurs d'une distance, d'un dépaysement, etc., que simplement de montrer des paysages qui défilent, voilà. On dévoile des choses dans la lenteur que l'on masquerait facilement dans la frénésie. Et donc la lenteur est assez conjointe à une espèce d'intériorisation, de recherche intérieure. Donc déjà, le problème du plan fixe induisait une notion de rythme interne, de contemplation en fait. La fixité au cinéma, c'est une mise à nu, et c'est peut-être la façon qu'on a le moins de tricher. Avec un savoir-faire, de tricher avec justement une vision, un rapport visuel, de tricher avec le spectateur. Le plan fixe met à nu aussi bien les personnages qui sont en scène que le regard qui leur est porté, que aussi le regard du spectateur. Souvent, l'action est quelque chose qui empêche de voir la richesse intérieure des personnages. Ça peut arriver. C'est-à-dire que quand on est tendu vers l'action, on est tendu vers un but, donc on montre un seul aspect de l'identité du personnage, soit sur sa force, soit sur son intelligence, soit sur son amour, soit sur sa passion, etc. Tandis que là, parce qu'encore une fois, c'est un voyage et des rencontres, c'est uniquement à cause de ça. À ce moment-là, on peut comprendre qu'il y a effectivement une grande diversité intérieure,
Donc, à mon avis, il n'est pas immobile. Enfin, il est immobile dans sa stature, mais pas du tout immobile dans la compréhension de soi-même et dans la perte de soi-même. Parce que tout ça, ça va avec une perte de soi-même. En fait, il recherche quelqu'un parce qu'il s'est perdu lui-même. Tous les matins du monde, adapté du roman de Pascal Quignard, raconte les rapports douloureux d'un musicien janséniste et de son élève courtisan au XVIIe siècle. À l'image des cinéastes de genre américain, Alain Corneau recherche pour chacun de ses films des formes cinématographiques différentes. Tous les matins du monde adoptent des partis pris esthétiques radicaux à travers des plans fixes et un rythme contemplatif. C'est aussi pour Corneau, grand mélomane, l'occasion inespérée de filmer l'une de ses plus grandes passions, la musique baroque. Moi, j'ai écouté cette musique-là depuis toujours, enfin, dès sa naissance, pratiquement, dès sa renaissance. C'est-à-dire, d'un seul coup, qu'il y avait réinstallation du rythme comme étant une chose absolument primordiale, le continuo, le clavecin, la viole de gambe, le violoncelle, etc., donc cette espèce de rythme, dégraissement, c'est-à-dire qu'on dégraisse les orchestres symphoniques et on rétablit l'aspect de petite formation, donc le son redevient important. Les instruments anciens, c'est un prétexte musicologique, mais en fait, c'est pour retrouver un son nouveau, qui nous parle beaucoup plus que le son des instruments dits modernes, ça j'y crois beaucoup. D'un seul coup réapparaît une violence, une brutalité, une agressivité, une expressivité qui est celle de notre génération. De référence a été l'éloge de l'ombre de Tanizaki. Dire qu'en fait l'obscurité révèle davantage que la lumière, c'est un point de vue moral et philosophique extrêmement profond. Et c'est presque un principe de vie aussi. Et donc c'est un peu, ça rejoint en cascade aussi, c'est pareil pour la fixité. C'est l'éloge de l'ombre, c'est aussi l'éloge de la simplicité, l'éloge du retrait. L'éloge d'une forme d'austérité, contrairement justement à une espèce d'outrance visuelle, d'une arrogance visuelle, d'une supercherie aussi visuelle, qui est malheureusement très fréquente. Alors commence un énorme travail là, merveilleux de recherche picturale, sur les natures mortes, sur Lubin Baugin, sur quel est le sens des vanités, on appelle ça des vanités. Ça nous donne beaucoup d'éléments formels pour le film. On voit comment, à partir des 2-3 tableaux de Lubin Baugin, qui sont des vanités, parce qu'il y a plusieurs périodes de Baugin, enfin parlons que de celle-là, c'est-à-dire l'échiquier, les gaufrettes, comment cet aspect hyper réel, qui ressemble beaucoup à la musique baroque, parce qu'il est hyper réel et entièrement faux dans les perspectives, dans la lumière, etc. Donc tout ça nous passionne de plus en plus. Donc on se dit, on va reconstituer ça et le filtrer à notre manière. Il demanda à un ami appartenant à la corporation des peintres, M. Baugin, qu'il fît un sujet qui représentait la table à écrire près de laquelle sa femme était apparue. Il cacha le tableau qu'il mit dans sa chambre. Il ne parla de ses visites à personne. Il lui sembla que la colère le quittait. Au fond de lui, il avait le sentiment que quelque chose s'était achevé. La mort est présente dans le film, et c'était une des choses négatives avant sortie. On se disait, aïe, 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 il va y avoir un pépin, les gens ils refusent de voir ça en face. Bon, là, ils n'ont pas refusé. Mais je crois que là, ça vient du fait que... Ça vient du procédé baroque, qui est quand même à l'intérieur du fonctionnement même du film. Le procédé baroque remet au goût du jour, si j'ose dire, cette espèce de satisfaction de goûter de la mort avec des larmes, mais qui sont des larmes baroques. C'est-à-dire, ce qu'on a oublié, c'est que les gens pleuraient de plaisir, je veux dire, ou pleuraient devant une musique, etc. Donc ça, on a oublié de le faire aujourd'hui. Mais peut-être que le film a redonné un petit peu le goût de ça. Donc en fait, c'est aussi une sorte d'exutoire. C'est qu'esthétiquement, on accepte la représentation de la mort, parce qu'elle est quand même... Elle est présentée de telle manière qu'elle ne vous touche pas de la manière sordide, elle vous touche d'une autre manière, d'une manière plus esthétisante, plus liturgique, quoi, voilà. Donc à partir de ce moment-là, elle est mieux acceptée, certainement.
Bonjour. Bonjour. Et venez de me mettre un message. Bonjour, bonjour. Bonjour à vous. Il n'y a encore personne, hein. Ah non, vous êtes les premiers. C'est toujours impressionnant d'arriver les premiers. Dans les endroits religieux. Vous connaissez du morning? Quand même. Ah oui, un amateur de chasse comme vous. Ah oui, quand même. J'y viens pas assez souvent. Voilà. Ça, c'est vrai. Alors. Bon, bah. Où est-ce qu'on va se mettre? Je sais pas, on va attendre Jean-Pierre. Oh, ça me fait plaisir d'être là. Ah oui, ça fait longtemps que t'es pas venu. Oh oui, ça fait longtemps, toi aussi. Ouais, moi aussi, ça faisait. Puis Dexter. Non, quand même un peu après, quand même. après, Non, un peu après, quand même. Non, j'ai même vu... La dernière fois que je suis venu, je crois que c'était Otis Taylor, qui était un chanteur de blues, très, très intéressant, qui renouvelle un peu le truc, qui joue juste avec une guitare et une basse, et c'est assez extraordinaire. Un peu engagé, comme ça, pas mal. Ah oui? Oui, pas mal. Bon musicien de blues, chanteur de blues. Moi, j'ai hâte de voir ça ce soir. Steve Turé, j'espère qu'il y a des cons. Tu sais qu'il a enregistré avec carrément un orchestre de coquillages. Moi, j'ai entendu ça avec des mecs avec des conques et tout. C'était avec la section de hanche. J'ai hâte de voir. La section de hanche, c'est fait avec les conques, mais pas là, il n'y aura pas le grand orchestre. Je joue les notes, je joue les notes. Ouais. C'est drôle. Ronnie Matthews at the piano. Ronnie Matthews. Akua Dixon on the cello and the voice. Akua Dixon. C'est ça qui est bien avec les musiciens de jazz, il y a toujours un côté rigolo, irrécupérable. Et en même temps, c'est pas un gag, l'histoire des coquillages. Il le fait vraiment bien, Ça swing, ça a du son. Oui. Après, quand ils jouent les deux, il y a une vraie impression de l'ensemble et tout. Il a enregistré un disque entier comme ça, où il a fait comme s'il y avait un grand orchestre, où il a re-recording, tout, avec les conques différentes de hauteur. Il y a des sections comme s'il y avait une section de saxophone, derrière et tout. C'est bien, ça. Non, ce qui est marrant, c'est que c'est un musicien assez classique, quand il joue le trombone, qui maîtrise vraiment bien, qui me fait penser à Gigi Johnson ou au grand, et qui est très agréable. C'est une musique d'avant, mais qui est vraiment agréable, quoi. Alain Corneau se renouvelle en adaptant le best-seller d'Amélie Nothomb, Stupeur et tremblement. Après avoir longtemps exploré des univers très masculins, Corneau s'intéresse au rapport de force de deux femmes, Fubuki et Amélie, au sein d'une entreprise japonaise. C'est l'occasion pour le cinéaste d'offrir pour la première fois le rôle principal à une comédienne, Sylvie Testu.
Jigine, Tsugeguchi ga suki nante. Koko wa Meiyo no kuni na no ni? Ce qui m'a séduit après, c'est tout ce qui est le film. C'est-à-dire la perte de conscience de soi-même par rapport à une culture différente, l'aveuglement qu'on peut avoir par rapport à des gens qui fonctionnent différemment, et surtout l'espèce de contradiction qui m'a paru, moi, très forte dans le livre, du fait que, au-delà d'une descente aux enfers, c'était plutôt une initiation. Voilà. C'est-à-dire qu'à la fin, grâce à ces contradictions, ces paniques générales, ces emportements, etc., elle arrivait à savoir enfin qui elle était elle-même. Elle commence en disant « je veux devenir japonaise », ce qui est une folie. En fait, elle veut retrouver son enfance, ce qui est une folie aussi. Bon. Et puis à la fin, elle dit « je rentre chez moi et je deviens écrivain ». Voilà. Et j'aurais jamais fait le film s'il n'y avait pas eu deux choses. S'il n'y avait pas eu, le dernier mot donné à Fubuki, disant « félicitations Amélie », où d'un seul coup tout se renverse. Et la deuxième chose, s'il n'y avait pas eu cette suite de rencontres quand elle quitte la compagnie, où elle se rencontre enfin, où elle réalise que derrière ces masques très très durs de hiérarchique, il y a des hommes qui sont très différents qu'elle n'avait pas su voir. Voilà. Exactement comme eux n'ont pas su voir non plus exactement qui elle était. Donc cette espèce de jeu de faux fuyants m'a paru très, très, très efficace. Mais enfin, je dois dire que la première chose qui m'a plu, c'est que j'ai trouvé le roman extrêmement poilant, moi, extrêmement drôle. Alors en plus d'un humour très particulier, un humour belge. Mais une des raisons de mon choix de Sylvie Testu, il est là aussi, hein, certainement. Il est que j'étais sûr que Sylvie pouvait faire passer cet humour-là sur elle-même, cette dérision sur elle-même. J'en étais sûr qu'elle n'avait pas cette prise au sérieux en tant qu'actrice, même si c'est une actrice très sérieuse, hein, attention, faut pas se tromper, et qu'elle allait pouvoir être, entre guillemets, clownesque. Je veux dire qu'elle allait pouvoir aller loin dans la dérision sur elle-même, dans la façon de se masquer de nouveau derrière des attitudes de pitrerie et des choses. Bien sûr que oui. C'était à mon avis la raison. Et en plus, d'avoir Sylvie telle que, avec sa virtuosité, face à des gens complètement coincés dans des rôles hiérarchiques, normalement l'étincelle comique devait venir. Je veux dire, c'est évident. Le sommet fut atteint à la fin de février. Il fallait carrément tourner, voire arracher la page du mois. À partir du moment où j'ai pensé que ça devait être en japonais, évidemment, j'ai eu une frayeur en me disant mais comment je vais faire pour diriger. Et sur le plateau, je me suis aperçu que c'était extraordinairement agréable. Voilà. C'était le premier jour. Parce que j'ai dirigé uniquement à l'oreille. J'ai dirigé uniquement à l'oreille, uniquement à la musique. Même Sylvie, puisque du coup elle parlait en japonais. Donc je lui parlais un peu plus précisément à elle, puisqu'on se comprenait directement. Et je me suis aperçu d'abord, alors c'est peut-être grâce à la nature même de ce film, le fait qu'on parlait de rapport hiérarchique, de rapport de force, c'est possible, et qu'on soit dans un système rituel, ça c'est possible. Mais en tout cas, je me suis aperçu qu'à partir du moment où je n'abordais jamais aucune explication psychologique, puisque j'avais pas les moyens, à part des mini-choses, mais pas grand-chose, que je ne parlais que d'intensité d'énergie, c'est tout pratiquement. Je disais, bah non, là, il est un peu plus en colère, un peu moins, il parle plus doucement, etc. Et à ce moment-là, j'ai vu que les acteurs se relançaient dans la scène d'une manière très inventive, parce que je ne leur fermais aucune porte, et je leur mangeais pas la tête. Ce qui me frappe, moi, c'est que tous les gens qui parlent du Japon en Occident, quand ils parlent du Japon, ils parlent d'eux-mêmes. Ils parlent d'eux-mêmes en regardant le Japon, mais ils parlent jamais du Japon. Parce que le Japon est très mystérieux, et puis c'est normal, puis tant mieux. Voilà. Donc à partir de ce moment-là, c'est une métaphore le Japon permet, parce qu'il grossit les situations en ritualisant les relations humaines, permet une métaphore sur notre condition à nous, ici, en Occident. Il se passe la même chose dans les compagnies occidentales, sauf que c'est d'une manière moins théâtralisée, c'est tout. Voilà. Alors par contre, ce qui est très amusant à partir de ce moment-là, parce que ça c'est la vérité, et c'est pas une critique des Japonais, c'est que quand il y a un conflit au Japon, c'est vrai que la culture japonaise fait qu'on n'en parle pas, c'est-à-dire qu'il est impoli de se frotter par des arguments, etc. Par contre, quand on arrive à ce que le conflit devienne une situation bloquée, alors on va dans le bureau du bout qui est vitré et on se met à hurler et à engueuler les gens. Alors si on prend cette engueulade selon nos critères occidentaux, c'est insupportable moralement. Bon, bien sûr, je dis pas que c'est facile pour les Japonais, mais pour les Japonais, c'est un rituel. C'est une sorte de théâtralisation, d'évacuation du stress, si on veut dire, si on ose dire. Alors tout change, mais là, ça devient compliqué. Et ça, le vivre quotidiennement, c'est pas facile pour un occidental. C'est toute l'histoire d'Amélie. En 15 longs métrages, réalisés sur un peu plus de 30 ans,
Alain Corneau a mis en scène un cinéma qui tient tout autant du film de genre que du film d'auteur. Dans chacun de ses films, aux univers si différents, Corneau ne cesse de nous renseigner sur l'être humain et sa place dans la société. Son regard sur les hommes est souvent pessimiste, mais il ne les méprise en aucune manière. L'attention qu'il porte au monde à travers ses films ressemble aussi à ce qu'est Alain Corneau dans la vie, un cinéaste d'une grande curiosité, un homme humble et sincère. La chose qui est très étonnante quand on fait un film, mais je crois que c'est pareil pour la peinture ou pour un écrivain, c'est qu'on n'arrive jamais à être extérieur, on n'arrive jamais à être... Et Dieu sait si on le veut. Surtout au montage, on se dit, bon, alors cette fois-ci, je vais essayer de voir le film en extérieur, on n'y arrive jamais. Et en fait, miraculeusement, on continue à travailler, à couper, à changer les trucs et tout, mais on ne sait pas très bien pourquoi. Hein. Ouais. Être spectateur, moi, d'un film que j'ai fait, j'ai été spectateur peut-être au maximum 1 minute des fois, 35 secondes, peut-être 2 minutes une fois, mais pas plus, quoi. Hein. D'un seul coup, on se laisse embarquer un tout petit peu, quoi. Mais sinon, on n'y arrive pas. Voilà. Donc, on ne sait pas très bien de quoi il s'agit. La fameuse phrase, puisque tous ces mystères nous dépassent, feignons d'en être les organisateurs. Je crois que c'est Cocteau qui a dit ça. Et c'est tout à fait vrai. C'est tout à fait vrai. On fait semblant d'organiser tout ça, mais on ne sait pas grand-chose, quoi. Ouais. Et tant mieux. C'est très excitant. Mais moi, ça me fait plaisir de penser ça, parce que c'est ce que je pense sur soi-même, qu'on ne se connaît pas soi-même, et que c'est ça qui est formidable. Ouais.